Bonjour, bon après-midi à tous et à tous et bienvenue à tous. Mon nom est Carmen Wong. Je suis la modératrice aujourd'hui de ce débat aujourd'hui qui est animé par Animal Justice, la spéciale de Montréal, la Société humaine de Vancouver, l'Animal Protection animale mondiale et la SPCA de la Colombie-Britannique. Juste avant de commencer, si vous avez besoin des services d'interprétation, nous avons ce service d'anglais vers le français et du français vers l'anglais. Et si vous cherchez, si vous voyez juste au bas de votre écran, vous avez un bouton et vous pouvez choisir la langue de votre choix pour l'écoute et aussi vous allez trouver l'audio original. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à nos candidats, nos débatteurs. Nous avons Nathaniel Erskine-Smith pour le Parti libéral. Nous avons aussi Alistair McGregor pour le NPD et M. Yves Perron pour le Bloc québécois et Elisabeth May pour le Parti vert. Donc, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui en ces temps si occupés. Et vous savez que le bien-être des animaux n'est pas toujours en tête dans ce débat, mais c'est quelque chose que les Canadiens ont très présent et c'est un enjeu qui tient à cœur à de nombreux Canadiens. Un sondage annonce de 2024 a révélé que 43 des Canadiens seraient plus susceptibles de voter pour un parti politique aux prochaines élections qui s'appuie des lois et des politiques plus strictes sur la protection des animaux. L'élection fédérale de 2021 était historique en étant la première élection où certains partis avaient des engagements en matière de bien-être animal dans leur plateforme. Le bien-être animal est également pertinent pour certains des principaux enjeux dont les Canadiens parlent aujourd'hui, qu'il s'agisse de commerce illégal transfrontalier, de l'impact des tarifs douaniers, de la volonté des Canadiens d'acheter localement, du prix des aliments, de la protection de la gestion de l'offre et de la nécessité pour le Canada de réduire le risque de pandémie de la grippe aviaire compte tenu des compressions budgétaires américaines et du fait qu'un sceptique de la science et des vaccins dirige le département de la santé désigné. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Pour les règles du débat, nous avons 11 questions. Nous ne pourrons peut-être pas terminer toutes les questions, mais vous avez 1 minute pour répondre à chacune d'elles. Et je vous demande de parler lentement et assez clair pour nos interprètes. Et un petit rappel que à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices aussi, nous voulons savoir où votre parti se tient pour ces questions, pour avancer ces élections. Et nous aimerions que vous commenciez sur la position que votre parti a. Les téléspectateurs, spectatrices auront la chance aussi à la fin de choisir, de poser des questions. Donc, vous pouvez voir le bouton de questions et réponses juste au bas de votre écran et les inscrire là. Je vous rappelle aussi que le débatteur vous est amené par les charités. Donc, toutes les questions qui sont partisanes ou des parties opposantes seront enlevées. Nous avons seulement 1 ou 2 questions, mais les candidats pourront voir ces questions et pourront considérer aussi sur ce qui est important pour les Canadiens. Donc, pour commencer, merci encore de commencer. Donc, la première question, et c'est la captivité et le divertissement de la faune. Le Canada interdit la captivité des baleines et des dauphins en 2019. Un projet de loi similaire, le projet de loi S15, qui aurait interdit la captivité des éléphants et des grands singes, a été adopté par le Sénat à la fin de l'année dernière, mais n'a pas été adopté par la Chambre des communes avant le déclenchement de ces élections. Donc, la question est, votre parti s'engagerait-il à ramener le projet de la loi S15 et à l'adopter ou adopter une loi semblable pour interdire la garde d'éléphants, de grands singes et potentiellement d'autres espèces comme les grands félins qui ne prospèrent pas en captivité? Je vais commencer par M. Erskine-Smith. Donc, merci beaucoup et merci de nous inviter et pour toutes les personnes qui se sont jointes aujourd'hui. Donc, c'est très bien, c'est un vrai enjeu qui n'est pas pris en considération, mais c'est un enjeu qui est très important et je suis heureuse de savoir que nous sommes ici. Donc, je suis fortunée aussi d'être sponsor chef pour le centre qui a introduit cette loi et le gouvernement l'a adoptée et a adopté une version de cette loi dans le projet de loi S15. Mais vraiment, je n'ai pas eu le choix d'être réélue. Mais vous pouvez voir, ce n'est pas sur la plateforme, mais j'aimerais bien voir une conversation sur ce qui n'est pas sur la plateforme, mais vraiment se réintroduire, de revoir le projet de la loi S15. Donc, merci beaucoup, M. McGregor. Vous êtes le prochain. Donc, une question plus courte, oui.
J'aimerais aussi, oui, le commentaire de Nathaniel et remercier tous les organismes qui nous invitent ici. Et je fais partie aussi du débat de 2021 et vraiment la concentration sur ces enjeux qui sont très importants aux Canadiens. C'est un désavantage aussi que la cédule était un peu mêlée l'année dernière, mais juste pour étendre aussi sur votre question, il y a tellement d'opportunités que les Canadiens ont pour apprendre sur ces grands animaux et le fait qu'ils vivent dans leur environnement naturel. Et je crois que c'est ça que nous devons vraiment regarder pour attaquer ces tissus. Donc, Madame May, je suis contente que nous avons commencé par le projet de loi que j'ai adopté. Donc, c'est un projet de loi qui a commencé au débat et vraiment, c'est vraiment le projet de loi, toutes les projets de loi qui commencent par un S, c'est parce qu'ils ont été adoptés par le Sénat. Donc, ça a été au Centre Marie-Saint-Clair et aussi le Centre de la Nouvelle-Écosse. Donc, la loi a commencé le Sénat. S03, c'est une législation la plus grande aussi. C'est vraiment pour garder, pour tout ce qui est de captivité. Et c'est une pièce de littérature législative dans le monde aussi, ou peut-être la seule qui reconnaît les droits vraiment des animaux. Donc, prendre des décisions si un animal peut être pris en captivité, par exemple des dauphins, des baleines. La question est quel est le meilleur intérêt pour cet animal? Donc, j'aimerais bien voir, bien sûr, la loi S15. Je voudrais bien qu'elle soit adoptée, qu'elle soit ramenée à la Chambre des communes, mais aussi, je voulais voir ici les plateformes sur notre plateforme. Vous pouvez trouver les politiques des droits des animaux sur la page 33 de la littérature anglaise et à la page 37 dans la version française. And I will finish. Je termine ici. Merci beaucoup. Et Monsieur Perron? Oui, merci beaucoup de cette opportunité d'être au débat. Merci aux organisateurs, c'est très apprécié. Écoutez, le Bloc québécois est tout à fait ouvert à étudier le principe, très favorable d'ailleurs au principe. On avait voté d'ailleurs dans cette intention-là. Et ce qui est important dans ces enjeux de captivité-là, il y a le bien-être animal, bien sûr, doit être mis en avant-plan toujours, mais au-delà de ça aussi, les enjeux de santé publique. Vous savez que l'OMS juge que 70% de toutes les maladies infectieuses émergentes chez les humains proviennent d'animaux sauvages. Donc, quand on laisse faire le commerce de ces animaux-là à l'international, on augmente le risque aussi pour la santé publique. On a différents exemples là-dedans. L'enjeu avec le Bloc québécois, vous ne serez pas surpris de m'entendre soulever cet enjeu-là, c'est qu'il y a déjà beaucoup de réglementations dans certaines provinces et particulièrement au Québec. Donc, nous, on est favorable, évidemment, à l'idée, mais toujours, évidemment, dans le respect des compétences et de ce qui existe déjà dans la juridiction québécoise. Merci. Merci beaucoup pour ça. Et pour toutes les personnes qui se joignent à nous maintenant, je voudrais répéter aussi, nous avons des petits services d'interprétation disponibles. Vous pouvez l'accéder sur le bouton juste au bas de l'écran, que ce soit anglais, français, vous pouvez choisir la langue de votre choix. Merci. Donc, on passe à la prochaine question. C'est vraiment sur le commerce d'espèces sauvages et d'élevage d'animaux à fourrure. Le Canada importe et exporte des millions d'animaux sauvages et de parties d'animaux chaque année pour le commerce d'animaux de compagnie exotiques, la mode, le divertissement et d'autres faits. Cela entraîne le déclin de la biodiversité et la propagation des maladies zoonotiques et d'espèces envahissantes. La grande majorité des maladies infectieuses les plus élevages intensifs d'animaux sauvages causent non seulement d'immenses souffrances aux animaux, mais également est identifié comme un facteur clé du risque de pandémie. En 2021, des éclosions de COVID-19 ont été détectées dans des élevages de visons dans plusieurs pays, dont le Canada. En réponse, la Colombie-Britannique interdit tout élevage de visons. Donc, la question est, que ferait votre parti pour lutter contre le commerce des espèces sauvages? Depuis, votre parti appuierait-il l'interdiction d'élevage d'animaux à fourrure au Canada? Monsieur, vous commencez. Donc, nous avons deux questions ici. Commençons par la première. Je crois que la première, c'est le commerce international d'animaux sauvages. Donc, l'évidence peut montrer aussi que le commerce vraiment a amené à une détérioration de l'habitat. Et vraiment, ça nous amène à l'introduction
et de nouvelles infections, nouvelles maladies, des maladies qui survivent dans des milieux tropicaux. Et ça devient maintenant un phénomène mondial et la manière que c'est propagé aussi. Donc, je crois que la réponse est pourquoi nous devons regarder à cette issue si problématique et vraiment d'y attaquer. Et je crois aussi sur le commerce de la fourrure, je crois que c'est bien aussi l'exemple de la Colombie-Britannique où j'habite. Et là, nous avons interdit, par exemple, l'usinage. Nous devons vraiment, il faut se concentrer sur le comment. Comment nous devons traiter tous les animaux d'élevage. Il y a quand même un grand spectre, comment le type d'élevage est fait dans ce pays. Donc, Madame May, c'est à vous. Donc, encore une fois, le commerce, vraiment, quand nous regardons sur le commerce des animaux d'élevage, il y a tellement un très grand risque sur la santé des Canadiens et vraiment, et le soin et nous demandons aussi une interdiction sur le commerce et aussi pour l'usinage aussi, c'est vraiment une très petite proportion de notre économie. Et il n'y a pas de raison que nous ne pouvons pas suivre à l'interdiction du commerce, tout ça. Et je ne pouvais pas le mettre sur la plateforme parce que vous voyez, nous pouvons compresser aussi nos politiques, comme vous pouvez le voir. Oui, merci, Madame Wong. Madame May parle de sa plateforme. J'ai le goût de vous parler de la mienne aussi. Je vous invite à aller la voir à blocquébécois.org. Elle est très belle aussi. Elle contient beaucoup de sujets. Et cette question très importante, évidemment, je me rends compte que j'ai touché dans ma réponse à la première question. Je suis allé peut-être un peu plus global. L'enjeu de santé est extrêmement important. Donc, moi, je pense qu'il faut agir là-dessus. Il faut légiférer. Il faut le faire correctement aussi. Il faut aussi, si on décide d'aller dans le sens d'interdire, évidemment, le commerce international d'espèces sauvages, il faudrait y mettre les moyens. Parce qu'il y a beaucoup de ce commerce-là qui se fait de façon illégale et qui serait peut-être pas touché par la législation si on ne met pas les moyens pour essayer de le contrôler, évidemment. Puis quand on parle des enjeux de santé publique, c'est extrêmement important. Et en terminant, dans mon dernier 10 secondes, je vous rappellerai qu'il faut toujours aussi, quand on adoptera ces législations-là, être soucieux de ce qui existe dans les différentes provinces et au Québec pour que ce soit en arrimage et pas une imposition du fédéral. Monsieur Smith, donc je vais commencer par la partie libérale. Alors, le commerce illégal donc sur la plateforme 2021, les engagements étaient des régulations qui ont été mises en place en 2023. Quand je quand je disais à mes collègues que nous n'avons pas assez, nous n'avons pas d'engagement encore pour les animaux. Vraiment, notre première concentration était sur Donald Trump, sur l'économie. Alors, nous devons nous engager sur d'autres, par exemple, sur les animaux. Il y a une campagne vidéo qui était pour la protection des animaux, mais aussi pour réduire le commerce et pour amener aussi le bien-être des animaux, pour ainsi réduire les risques. Donc, j'ai introduit la législation pour l'usine et vraiment, c'est pour venir lier le commerce aussi d'une approche seule, que ce soit la santé et le bien-être animal, que ce soit tout en vraiment se concentrer sur cette connexion pour éliminer toutes les activités comme ça d'usine. Donc, merci beaucoup. Donc, nous allons continuer avec la troisième question qui est sur l'exportation des chevaux à l'étranger. Le Canada élève et transporte des chevaux au Japon pour l'abattage où ils sont consommés comme un mets cru dans des restaurants haut de gamme. L'interdiction de l'exportation de chevaux à l'étranger pour abattage a été incluse dans la lettre de mandat du ministre de l'Agriculture en 2021. Le projet de loi C-355 qui aurait interdit les exportations de chevaux a été adopté à la Chambre l'an dernier, mais n'a pas été adopté par le Sénat avant le déclenchement de ces élections. La question est, votre parti appuierait-il l'interdiction de l'exportation outre-mer de chevaux destinés à l'abattage? Donc, Madame May, donc oui, bien sûr, le projet de loi C-35 n'a pas continué et il faudrait vraiment l'amener le plus rapidement possible. Il faudrait prioriser vraiment avec un consensus de toutes les parties, vraiment. Donc, les projets de loi qui ont déjà passé, qui ont été adoptés, et vraiment,
c'est mieux de continuer et ne pas avoir à commencer depuis le début. C'est vraiment un pouvoir du politique, c'est vraiment l'exportation des chevaux vivants. C'est vraiment que ce soit un enjeu, que tout le monde comprenne. Nous devons interdire l'exportation des chevaux. Et c'est abominable. Je ne crois pas que je devrais en parler plus. C'est une priorité. Monsieur Perron? Oui, merci beaucoup. Je suis très heureux que vous posiez la question, en fait. Nous, on a, au Bloc québécois, toujours priorisé le bien-être animal. Puis quand ce projet de loi-là a été déposé en premier lieu, on a soulevé des questions sur pourquoi seulement les chevaux, pourquoi seulement par avion. Mais on voulait faire une étude plus approfondie, ce qui n'était pas rendu possible dans les modifications du projet de loi. Donc, au départ, on s'est prononcé contre le principe. Et ensuite, on est allé étudier en comité. Puis après le travail en comité, vous avez certainement remarqué que le Bloc québécois a décidé de laisser passer la loi. Donc, notre position a évolué en cours d'étude sur cette question-là, mais notre préoccupation de départ compte toujours. C'est bien de dire on protège les chevaux, mais qu'en est-il des autres transports? Est-ce qu'on s'assure de toujours assurer de bonnes conditions de vie à nos animaux? Est-ce que c'est normal, par exemple, je vous donne un exemple, de transporter des bêtes jusqu'en Pennsylvanie pour les faire abattre? Il me semble qu'il y a quelque chose de très incohérent. Donc, évidemment, ça touche plus large. Mais pour la réponse à votre question, en bout de piste, on a laissé passer la loi. C'est triste, par contre, que le Canada ne soit pas une véritable démocratie et que le Sénat ait retenu plusieurs de nos projets de loi, dont celui sur la gestion de l'offre, dont on aura sûrement l'occasion de parler. Monsieur Erkin Smith? Donc, c'est un engagement sur notre plateforme de 2021. Et si vous regardez un peu plus loin, comme Elisabeth l'a dit, mais vraiment plus vaste, vraiment, il y a beaucoup de voix. Et Elisabeth et moi-même nous faisions partie en caucus ensemble, vraiment pour la science animale. Et il n'y a aucune possibilité de transporter des chevaux dans cette méthode. Et avec ces preuves, nous avions pu mettre sur la plateforme pour introduire un projet de loi, donc il devait avoir été adopté. Mais la raison pourquoi ça n'a pas été adopté, parce que c'est le Sénat, le dirigeant du Sénat conservateur a passé beaucoup des mois et des mois pour bloquer cette loi. Donc, nous allons passer et essayer de l'adopter, oui, faire que ce soit adopté. Donc, je suis la personne qui parle du NPD et nous avons aussi fait le sur la Chambre des communes comme Nathaliel. Donc, c'est du côté du Sénat. Vraiment, ce qui est problème, c'est qu'en introduisant ce projet de loi à Tim Lewis, donc c'est bien qu'il l'ait fait, mais c'est dommage aussi dans une lettre de mandat ministériel, que ce soit parce que les PND ne donnent pas aussi ce qu'ils ont besoin pour les projets de loi. La prochaine fois que le gouvernement doit faire cette législation, qu'elle ait une priorité dans la Chambre des communes, mais aussi qu'elle ait une priorité au Sénat. Et vraiment, donc c'est la façon que ça devrait être fait à la prochaine ronde. Oui. Donc, c'est vraiment. Comme des cages de gestion, des cages en batterie, causent immense souffrance aux animaux, créent une menace pour la santé publique. C'est pourquoi de nombreux Canadiens, lorsqu'ils L'agriculture apprennent animale intensive, comment l'élevage la d'animaux dans le viande et système les œufs dans d'élevage leurs intensif, assiettes oui, ont été vivent élevés, attendent de leurs dans des représentants animaux élus qu'ils fassent quelque surpeuplés. chose au sujet de l'élevage. Que ferait votre parti pour régler les problèmes associés à ce type d'agriculture? On va connaître M. Perron. Oui, merci beaucoup pour cette très importante question. Puis ça ramène l'élément que je ramène dans chacune des réponses depuis le début. Le bien-être animal, ça doit être au centre de toutes nos décisions et ça doit être notre première préoccupation. Quand ça devient trop intensif dans des conditions extrêmes où les animaux sont tassés les uns contre les autres, je pense pas que c'est acceptable. Nous, on a toujours été en faveur de maintenir des entreprises de taille familiale. C'est une des raisons pour lesquelles vous savez, avec notre projet de loi sur la gestion de l'offre, on visait à protéger les fermes laitières qui ont en moyenne 80 vaches sur une entreprise plutôt que 10 000 aux États-Unis. On est ailleurs complètement. C'est un exemple que je vous donne pour vous dire l'ampleur de ça. Il y a aussi, je mentionnais tantôt, le long transport quand il est question d'abattage, des choses comme ça. Je pense qu'il faut travailler là-dessus puis développer une infrastructure de transformation régionale, entre autres pour l'abattage.
qui augmenterait non seulement la qualité des produits puis l'accessibilité des produits régionaux pour la clientèle autour, mais qui augmenterait de beaucoup aussi la qualité de vie des animaux. Le bien-être animal doit être au centre de toutes nos préoccupations. On est très favorable aussi à la production biologique. Là, j'ai oublié de mettre mon temps. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle, mais je dois avoir fini ma minute. Mais vous comprenez un peu l'essentiel de notre position. Monsieur Laskin-Smith, oui, c'est une question assez remplie de défis qu'on doit faire face dans ce débat parce que il y a des, des cas économiques importants et chaque fois que on parle de loi au niveau des animaux, il y a un argument de différentes industries qui disent, bon, c'est une pente. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi donc qui va suivre? Et écoutez, il faut reconnaître, tout le monde doit reconnaître l'importance de cela. L'agriculture animale, c'est le revenu des gens dépend de cela. Et je comprends que les gens prennent du recul au niveau du bien-être des animaux. Donc, je crois que la question à propos de se concentrer sur l'agriculture intensive des animaux et les aspects négatifs par rapport à ça, Santé Canada adresse les résistances antimicrobiennes et également l'utilisation des antibiotiques, mais on a on évoque de façon nouvelle, il y a des cas, on parle des cages des batteries de cages, et avec le 36 au niveau des cages pour les aspects qui sont des animaux confinés, donc, bien sûr, pour faire le moteur dans 2029, et je ne parle pas au nom du parti, parce qu'on n'a pas une position par rapport à cela, mais je veux dire que collectivement, on doit s'assurer qu'il y a des codes qui sont en place, on s'éloigne des choses des traits par rapport à ça, et que le bien-être des animaux est un élément qui doit être renforcé. Monsieur McGregor? Bien sûr, les aspects économiques, c'est ce qui nous motive, mais nous savons tous qu'en représentant élu, le prix des nourritures est un sujet assez important, c'est épineux, mais les gens de ma circonscription, ça a touché la qualité et la quantité des animaux, des nourritures qu'on était capables d'acheter à cause des prix, mais on doit se concentrer comment on veut s'assurer que les gens peuvent se permettre et pour nourrir leur famille et comment on adresse ces aspects. Il y a des façons, le gouvernement peut agir, d'avoir des pouvoirs législatifs pour les, fermes, les conseils au niveau des soins des animaux et également une relation importante avec les organisations comme les producteurs d'aliments et ce conseil sur la culture régénérative parce qu'on doit se rendre compte que l'élevage qui est sanitaire, c'est bon pour tout le monde et également dans un milieu qui est normal. Et il y a beaucoup des fermiers, des agriculteurs qui sont dévoués et d'autres agriculteurs écoutent moins les autres agriculteurs et se voir les nouvelles approches sont apportées au gouvernement dont on fait partie de cette conversation. Mesdames, je suis très heureuse des détails dans notre plateforme cette année au niveau du bien-être animal, de créer un ministère indépendant responsable pour le bien-être animal, la sécurité et qui distingue l'agriculture et l'agri-alimentation. Et il y a des différents niveaux distincts au niveau des lois. Les animaux, comment on peut s'occuper des animaux, comment on n'a plus les éleveurs, les traditions par rapport à l'agriculture et à faire d'une agriculture au niveau des végétales. Il y a bien entendu, il faut reconnaître qu'on ne peut pas laisser les lobbyistes agricoles bloquer le bien-être des animaux. Donc, je sais qu'il y a un projet de loi en 2015 qui venait des libéraux, ça va passer, non. Il faut reconnaître, rappelle-moi pas de cela. C'était, c'était mauvais. Donc, il faut garder l'Union européenne. L'agriculture est un élément important de leur économie. Les producteurs agricoles survivent avec le revenu. C'est difficile de faire au Canada parce qu'on fait la nourriture qui est très peu abordable, trop abordable. Et ils ont souvent au niveau des cages qui sont minimisées, au niveau également des façons de transporter les animaux. Ils ont des réglementations qui sont en place. Et, par exemple, au Canada, c'est important également de souligner pourquoi les œufs sont plus dispendieux aux États-Unis qu'ici à cause de la réussite des lobbyistes aux États-Unis, alors qu'il n'y a aucune limite combien de poules qu'on peut avoir. Il y a des millions de produits de poules qui pondent des œufs, Donc, bien sûr, au niveau de la gestion au Canada, des productions, petites productions au Canada, nos prix, je m'excuse, mais on va être un peu trop vite. Donc, également,
les prix au Canada ont un peu descendu, c'est environ 2 mais on fait face à des problèmes climatologiques et qui a fait la crise climatologique entraîne l'inflation au niveau des aliments. Donc, les problèmes sont des enjeux qui sont interreliés. Donc, il faut en parler. Et ce qui est absolument, je suis d'accord avec une chose qu'on peut pas ignorer, mais les gens au Canada dépendent des méthodes industrielles, de l'agriculture pour nourrir leur propre famille. Il faudrait vraiment euh, avoir des opérations d'élevage, OK, les mettre sous microscope et voir les sources, mais pas seulement locales, mais production locale d'animaux, d'élevage. Mais les petites fermes, c'est pas là qu'on voit les grosses maladies, l'hystérie et d'autres dans la population humaine. Ce sont les petites échelles qu'on peut gérer, ce que j'appelle vraiment l'agriculture. Donc, l'élevage industriel doit prendre fin. Merci, madame. Maintenant, passons aux aliments d'origine végétale. Le Guide alimentaire canadien encourage les Canadiens à manger plus d'aliments d'origine végétale. Cela est non seulement bon pour la santé, mais également pour lutter contre les changements climatiques. Pourtant, le secteur canadien des aliments d'origine végétale reçoit beaucoup moins de soutien gouvernemental que le secteur agricole, l'agriculture animale. La question, votre parti appuierait-il l'augmentation des investissements du gouvernement fédéral dans le secteur des aliments d'origine végétale? Monsieur Smith? Quelque chose, d'abord, c'est important, une étape importante de créer le guide d'alimentation, qui était sujet à beaucoup de pression des membres du lobbyisme. Les lois de gouvernement ont fait que ça se fondait sur les sciences, donc c'est plutôt que ça base sur l'origine végétale. Donc, la deuxième chose que je voulais dire, il y a des efforts qui sont faits pour rendre le guide d'alimentation plus opérationnel. Donc, il y a environ 150 millions de dollars de financement qui est dirigé vers l'innovation sur l'espace d'origine végétale. Mon point de vue, c'est qu'il faut être plus stratégique au niveau des financements. Et en 2011, le gouvernement Harper a donné des fonds au collège pour le Canada pour mettre à jour les programmes dans les écoles. Il y a une possibilité ici, si je serai élu, je vais tenter de discuter des fonds, de s'assurer qu'on fait la même chose, le même modèle, mais d'actualiser le programme d'alimentation pour former les chefs de demain. Et vous êtes familier avec le guide d'alimentation et êtes familier avec l'alimentation d'origine végétale. Donc, on peut apporter des changements et rendre plus professionnel le guide d'alimentation. Le, le programme quand on est fédéralement, il faut toujours, dans l'espace d'alimentation, de nourriture, diriger les programmations et des programmes d'alimentation, il faut se relier au guide d'alimentation. M. McGregor, comme ancien un champion au niveau de la production alimentaire, je crois que c'était fantastique que le guide recommande d'avoir beaucoup d'alimentation, une bonne alimentation, d'avoir beaucoup de légumes, la capacité au Canada. Et c'est un moment dans le temps où le commerce, la guerre commerciale qui existe avec les États-Unis et l'impact sur les choses qu'on dépend beaucoup de produits qui viennent des États-Unis. Donc, c'est un temps où il faut voir qu'on crée une certaine résilience, de bâtir nos économies locales. Je sais que les agriculteurs qui croisent beaucoup de ces fruits, ces légumes, donc il faut avoir leur soutien, il faut être là pour les soutenir. Donc, les agriculteurs canadiens qui font beaucoup de l'association de commercialisation, qui travaillent avec l'association commerciale, il faut avoir une stratégie organique pour le Canada, mais également, on a faut prêter attention aux risques, au programme de gestion des risques, parce que les agriculteurs qui font des nourritures, qui font des légumes, etc. Les agriculteurs vont être les premiers à vous dire qu'ils sont toujours prêts à agir pour les clauses, au niveau des crises climatiques. Donc, ils sont frappés par des catastrophes climatiques. Et autrement, oui, on a beaucoup de potentiel. On devrait s'assurer que on vit en suivant le guide d'alimentation du Canada pour qu'on est là pour appuyer les agriculteurs locaux partout au pays et les appuyer à tous les niveaux. Je suis entièrement d'accord avec ce que nos collègues a dit, il faut se concentrer encore plus et l'appui financier pour ces parties de notre régime alimentaire qui est plus sécurisé. Donc, je suis heureuse du programme qui existe, mais à Salisbury-Gaudet, il y a un genre de jardin communautaire, un potager communautaire pour faire grandir, croître la nourriture. Donc, on a dans les cafétérias de nourriture beaucoup de préparation
de repas qui sont d'aliments d'origine végétale pour les élèves dans les écoles. En contraste avec ma fille qui enseigne dans une école du système de Burnaby, et les élèves arrivent à l'école qui ont faim. Donc, le salaire des enseignants, les enseignants souvent à la nourriture dans leur propre classe pour nourrir les élèves. Donc, mes, mes enfants n'ont jamais seulement grandi avec des nourritures alimentaires végétariennes. Donc, on ne peut pas voir ce que les écoles offrent quand ils ont la nourriture qui était la nourriture traitée sur des collations qui souvent sont sur des tablettes sans réfrigération parce que les écoles ont perdu toutes leurs infrastructures pour avoir des réfrigérateurs et des endroits sains, OK, pour faire la nourriture. Donc, je crois souvent on va dans notre direction, mais il faut seulement appuyer les agriculteurs, mais également l'industrie. Mais vraiment, il faut examiner l'étendue de des sociétés industrielles qui offrent des modèles pour la santé, la nourriture alimentaire qui est saine, la santé, la nourriture saine, et la culture d'origine végétale doit avoir plus de soutien. Et M. Perron. Oui, merci beaucoup pour cette importante question. Bien sûr, il faut soutenir davantage les productions végétales. Alistair a parlé avec justesse du secteur maraîcher, entre autres, qui manque de soutien de façon désastreuse, des systèmes de gestion des risques et des entreprises qui ne fonctionnent absolument pas. Quand on dit que le programme d'urgence, qui est supposé de venir compenser tous les autres programmes qui n'ont pas fonctionné, le Agri-Relance, a pris 2 ans avant d'envoyer des sous à des entreprises. Les gens ont le temps de quitter la production dans l'Internet. Il faut commencer à être sérieux là-dessus. Par contre, de bien le faire aussi. Être vigilant, parce que c'est bien, quand on dit là, dans votre introduction, c'est bon les productions végétales pour l'environnement, et 2 choses. D'abord, moi, je ne vois pas ça en contradiction avec les productions animales, quand ils sont de taille humaine, d'entreprise familiale. Puis il faut prendre aussi, dans les mesures qu'on fait par rapport à l'agriculture, l'ensemble des facteurs. Par exemple, les avantages environnementaux qu'apporte le maintien d'une prairie au niveau de la biodiversité, au niveau du gaz carbonique dans le sol et ainsi de suite. Donc, il faut avoir une mesure balancée. C'est la même chose dans les productions végétales. C'est bien le végétal, mais si on se retrouve dans un champ de monoculture intensive où on utilise massivement des pesticides et des herbicides, ben, là, peut-être que l'apport environnemental est moins intéressant. Donc, les 4 B, là, les 4 R en anglais, là, pour l'utilisation des produits phytosanitaires est essentiel. Il faut agir avec intelligence, précision, mais bien sûr, il faut davantage soutenir notre agriculture. On parle de mettre 2 du budget sur la défense, on est d'accord, mais est-ce qu'on ne pourrait pas être sérieux puis mettre plus que la moitié d'1 % sur l'agriculture? M. McGregor et les autres personnes qui aimeraient suivre après la crise climatique, les animaux qu'on sait qui sont vulnérables, et la Colombie-Britannique a vu le plus grand désastre après 2021, après l'inondation. On se demandait, et les autres candidats voudraient commenter, apporter des commentaires pour appuyer les agriculteurs et bâtir de quoi de meilleur et de quelque chose de plus humain. Oui, c'est pas seulement ça, parce que on a eu des incendies dévastateurs partout. Donc, en Colombie, sont désastreux pour les animaux et qui touchent souvent Vraiment, ça ce qui peut se passe. affecter la nourriture pour les animaux, qui peut augmenter les coûts. Donc, tout ça peut faire partie, il n'y a pas vraiment, il faut faire une approche globale. Ce sont des enjeux très complexes et ils vont demander différents niveaux de gouvernement pour travailler ensemble, pour travailler aussi avec les fermiers et bien sûr les consommateurs. Si nous regardons aussi le défi, la crise du climat, du changement climatique, nous devons aussi voir la contribution des gaz, particulièrement pour des animaux d'élevage et aussi des opérations de la nourriture des animaux. Et vraiment, c'est un contributeur pour le changement climatique. Et vraiment, c'est une victime du changement climatique. Et tout ce qu'on voit en Colombie-Britannique, la chaleur en 2021 a tué 619 citoyens en 4 jours et aussi nous voyons donc voyons les animaux aussi qui ont été tués. Donc nous voyons aussi si vous voyez un stress, c'est un stress sur la santé, allez vers l'eau pour vous rafraîchir et que vous ne pouvez pas
approché et les gens se sont rendus compte que c'est ça, les animaux qui sont morts et les éléments de la mer aussi qui sont nus. Et vraiment, c'est ces animaux d'élevage qui ont décédé aussi dans les fermes. Donc oui, c'était bien sûr des feux qui sont arrivés, mais je ne crois pas, je ne vois aucune préparation du gouvernement fédéral ni du gouvernement provincial et aussi vraiment qui était négligent criminel pour ces 619 personnes, des citoyens, nous l'avions vu dans les conditions météorologiques. Et la personne n'a rien fait pour faire un appel d'urgence pour sauver des vies. Alors, oui, je suis très angoissée par ça et une de mes filles aussi, mes belles-filles faisaient partie de tout ça. Donc, je vais voir aussi les preuves aussi de science que l'agriculture d'usines, de fermiers, vraiment mène une pandémie de risque de pandémie. Et personne ne va dire que nous allons éliminer l'agriculture. Mais c'est la gestion de diminuer des risques dans l'espace. Donc, la deuxième chose que je dirais, c'est la préparation. Donc, les animaux devraient être incorporés aussi dans notre préparation et aussi pour le support des fermiers. Donc, il y a des exemples et des modèles ailleurs. Aussi, par exemple, la Grande-Bretagne a fait pour les fermes. Ils ont transitionné aussi vraiment pour compenser les fermiers, aussi les personnes pour l'élimination de tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des modèles pour pour soutenir ces fermiers, comme par exemple pour l'élevage d'animaux à fourrure. Donc, nous allons passer à la question suivante. Oui. Ah, monsieur. Quand même une belle question, j'aimerais ça intervenir. L'environnement, c'est fondamental. On en a parlé depuis le début du débat. Vous savez, nous, on prône la décentralisation, l'encouragement des gestes environnementaux. Il faut faire confiance à nos producteurs agricoles qui ont les deux pieds sur le terrain. Ce sont les premiers qui veulent protéger la terre. Donc, décentralisons, reconnaissons les innovations environnementales avec de l'argent sonnant, concret, l'équivalent, par exemple, de 50 profits qu'on perd quand on change une pratique. Et ces sommes-là serviront de mise de fonds à la prochaine innovation. Puis laissons aller notre monde, vous allez voir qu'ils vont nous surprendre parce qu'on ne peut pas ne rien faire devant les changements climatiques. On parlait tantôt des prix à l'épicerie. Il y a une grosse part de ça qui provient des changements climatiques, des conflits aussi, mais aussi beaucoup des changements climatiques. Quand on pense à toutes les répercussions qu'il y a sur nos producteurs agricoles qui en souffrent, particulièrement les productions végétales, là, ce sont les premières victimes des changements climatiques. Donc, il faut agir de façon très urgente et continuer à travailler. Puis moi, quand j'entends des gens dire oui, mais là, c'est mondial, il y a des pays qui font rien, oui, mais ne rien faire, c'est pas acceptable non plus. Soyons des leaders mondiaux. Puis ce qui est triste dans la présente campagne électorale, c'est qu'à peu près toutes les formations politiques, en fait, mis à part les formations qui ne peuvent pas vraiment prétendre à prendre le gouvernement, ont abandonné la lutte au changement climatique. Et ça, je pense que c'est un mauvais choix. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient mal faites dans le passé, faisons-les mieux. Peut-être s'inspirer du Québec, qui a un beau Ça va. Nous allons continuer. Donc, la prochaine question, c'est vraiment sur la résistance aux antimicrobiens. La résistance aux antimicrobiens est identifiée comme l'une des 10 principales menaces pour la santé publique cette décennie. Environ 70 des antibiotiques utilisés dans le monde et au Canada sont administrés aux animaux d'élevage pour les empêcher de tomber malades dans les systèmes d'élevage intensif. Il existe des solutions claires et fondées sur des données probantes pour réduire l'utilisation d'antibiotiques dans les fermes en améliorant les conditions des animaux. La question, votre parti appuierait-il l'élimination progressive de l'utilisation préventive des antibiotiques en améliorant le bien-être des animaux d'élevage? Madame May, c'est à vous. Donc oui, c'est bien sûr, voyons la preuve, c'est immense et ça fait partie d'une sorte de notre plateforme. Vous voyez en détail, nous devons avoir une réponse holistique pour le bien-être des animaux et aussi les liens des menaces pour la santé des humains et aussi pour le bien-être des animaux pour eux-mêmes. Donc, nous voyons une problématique du commerce. Lorsque le secrétaire du commerce des États-Unis, vous avez vu
les discussions, comment c'était, et tu vois, comment les États-Unis ne veulent pas le bœuf canadien et le Canadien ne veut pas le bœuf américain, parce qu'il y a une preuve très, très claire qu'ils faire ou que les bœufs traités avec les stéroïdes ont un lien avec le cancer et il y a des barrières aussi pour que le bœuf soit amené à l'Union européenne. Nous voulons aussi les problématiques de commerce aux États-Unis. Ce que nous devons faire pour notre intérêt dans l'économie est que nous devons voir que les animaux soient enlevés aussi, doit enlever les drogues sur les animaux, bien sûr pour plusieurs raisons aussi, par exemple pour l'animal, pour le bien-être des animaux et aussi pour la santé des animaux. Et c'est par exemple si vous voyez que les enfants dans la garde ou dans les centres de petite enfance aussi, pour aussi l'agriculture des poissons aussi, c'est pour ça qu'ils sont dosés aussi des antibiotiques et ils reçoivent des stéroïdes pour grandir plus vite et des animaux que nous ne pouvons pas exporter dans des pays que nous soyons capables d'avoir des relations de commerce plus intenses. Donc, Monsieur Erkin Smith, je vais dire quelques petites choses. Commencer par le gouvernement. Nous voyons l'action aussi sur la résistance antimicrobienne. Vraiment, c'est vraiment une stratégie pan-canadienne, mais vraiment, il y a du financement assez modeste en 2015 et en 2021, il y a à peu près 28 millions de dollars qui sont allés dans les recherches et le développement, la surveillance aussi. Et il y a aussi d'autres agents qui ont été dans le gouvernement pour la surveillance. Et quel est le risque global? Je me rappelle quand les personnes étaient en santé publique et ils se sont rencontrés avec les banques pour voir vraiment pour la résistance et l'utilisation des antibiotiques. Et les risques ne sont pas partis. Donc, vraiment, ma vue personnelle, vraiment, c'est une stratégie du gouvernement, oui, mais nous devons vraiment quelque chose de plus ambitieux aussi. Est-ce que j'ai regardé la loi sur la préparation, qui soit une concentration vraiment du gouvernement pour faire un rapport au gouvernement, vraiment un plan. Voici, c'est comme ça qu'on nous allons diminuer le risque pour sur la santé des animaux et pour la santé des Canadiens et comment nous allons réduire ces risques. Et ça incluait aussi, vraiment, c'est pour réduire l'émission des antimicrobiens. Monsieur McGregor, ce que je vais dire, c'est quel est le pire scénario? C'est vraiment d'avoir quelque chose qui est super résistant aux antimicrobiens. Et c'est ça, les antibiotiques, c'est bien pour traiter des bactéries, mais c'est vraiment des maladies bactériennes. Donc, encore une fois, c'est vraiment si c'est le scénario le plus fort, donc que devons-nous faire pour remédier à tout ça? Donc, c'est vraiment, la bactérie se multiplie vraiment à un taux si vite. Nous allons bien sûr avoir ces mutations génétiques. Vraiment, quelques-uns sera résistant aux antibiotiques et ceci va se multiplier dans toutes les façons que nous pouvons prévenir l'utilisation de ces antibiotiques. Donc, j'ai vraiment apprécié en travaillant avec dans les dernières années avec les universités d'agriculture à l'échelle nationale. Nous devons aussi remercier aussi les personnes, les scientifiques qui travaillent dans les installations, par exemple, en Colombie-Britannique et à l'échelle nationale. Mais il faut vraiment les scientifiques, vraiment, avec la toute haute technologie, qui doivent s'asseoir et vraiment les politiques, vraiment, qui nous guident selon leurs recommandations. Et bien sûr, le bien-être des animaux et leurs conditions pour la réduction des réponses aux infections bactériennes, bien sûr, doivent être médicamentées. Bien sûr, c'est une partie très importante pour le gouvernement. Monsieur Perrin, nous avons perdu quelques minutes. Donc, c'est vraiment pour l'usage antibactérien. Quelle est votre position sur ça?
Merci beaucoup. Désolé pour la coupure Internet. En effet, j'adhère à ce que Alistair vient de mentionner. Vous savez, personne ne voudrait abolir les antibiotiques pour les humains. Par contre, personne ne voudrait en prendre 3 fois par jour non plus. Donc, il y a quelque chose qui existe entre les deux d'intelligent, là. Plus on va limiter l'usage de ces médicaments-là, plus, premièrement, on pourra les préserver dans le long terme sans développer des résistances, puis plus aussi nos animaux seront en santé. Et avant d'aller administrer des remèdes comme ça de façon permanente, regardons c'est quoi les conditions d'élevage. Hein, quand c'est trop intensif, quand les animaux n'ont pas d'espace de vie, quand on parle beaucoup là, au Québec particulièrement, là, les productions laitières, entre autres, ont développé beaucoup la tabulation libre. C'est quelque chose qui change énormément la donne et qui augmente de façon importante le bien-être des animaux, donc le rendement final pour le producteur agricole. Tout le monde est gagnant là-dedans. Je ramène encore mon élément central que je ramène presque à chaque question depuis le début, le bien-être animal. Avant de prendre toute décision, il faudrait toujours se poser la question du bien-être animal et de l'assurer au maximum pour assurer les bonnes conditions. Mais clairement, c'est une problématique si on utilise ces produits-là de façon répétée. Madame May a parlé aussi des ententes de libre-échange où des viandes ne pouvaient pas entrer et tout ça. Là, ben ça, il y a un travail à faire là-dessus au niveau commercial également. Mais nous, je pense qu'on a une production de qualité qu'il faut préserver. Merci beaucoup. La prochaine question sur la réforme, le financement du Centre canadien des solutions de rechange aux méthodes animales. Le Canada fait des changements importants vers une science plus humaine en prenant des mesures pour éliminer progressivement les tests de toxicité sur les animaux avec l'adoption du projet de loi S5 et en interdisant les essais cosmétiques sur les animaux. Cependant, la capacité du Canada à mettre en œuvre ces nouvelles grâce à l'élaboration de solutions de rechange sans cruauté, a été compromise lorsque le Centre canadien de solutions de rechange aux méthodes animales a été forcé de fermer ses portes en raison d'un manque de financement public. La question, votre parti appuierait-il le financement du gouvernement pour aider à rouvrir le Centre canadien d'alternatives aux méthodes animales? Et comment votre parti appuierait-il notre abandon de l'expérimentation administrative? Monsieur, donc, je crois c'est un problème de forme. C'est pas seulement changer la législation, mais aussi c'est de le renforcer avec les ressources. Donc, par exemple, quand je regarde après l'Université de Windsor, malheureusement, il n'avait pas de financement pour continuer, mais ça parle aussi aux besoins vraiment d'un engagement plus fort du gouvernement pour des responsabilités à partir de la Santé Canada et vraiment l'Agriculture Canada. Donc, ces mandats de ces deux départements ont besoin d'avoir plus de financement pour faire s'assurer qu'un changement de loi se fasse pour la S5. Je ne sais pas si je n'ai pas de détails vraiment spécifiques, mais le financement chaque année, c'est la première étape plus importante et vraiment dirigé aussi. Par exemple, l'Université de Windsor, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres candidats aussi. Par exemple, l'Université de Victoria ou UBC, vraiment à l'échelle nationale, vous avez de très bonnes institutions organisées. Je crois que c'est vraiment, il faut avoir cet financement gouvernemental pour faire le travail. Madame May. Je vais lire donc l'élimination de la toxicité des animaux, imposer l'interdiction, vraiment financer, c'est vraiment donner aussi des alternatives à la toxicité des animaux. Donc, nous allions réouvrir ce centre et nous avons fait d'un progrès sur les essais des cosmétiques sur les animaux, mais nous devons vraiment poursuivre vraiment, de toute façon, des alternatives contre les essais nationaux. Oui, merci beaucoup, Madame Wong. Écoutez, moi, j'ai le goût de vous dire que c'est un peu scandaleux de baisser le financement de ces instituts de recherche-là. Le Canada est un cancre en recherche et développement. Et plutôt que d'investir davantage, d'essayer de rattraper le retard, on voit des coupures comme ça. Donc, le Bloc québécois avait voté en faveur du projet de loi S5 qui contenait des modifications, entre autres sur les tests de toxicité sur les animaux. Alors, évidemment, il faut éviter à tout prix ces techniques-là et développer d'autres façons de faire. On est capable, on est inventif, on est intelligent.
parmi les meilleurs cerveaux au monde. Malheureusement, à cause du sous-financement de nos universités et de nos centres de recherche, on voit nos cerveaux déserter le pays, le Québec et le Canada. Ça n'a pas de bon sens. Alors, il faut agir là-dessus. Et clairement, nous, on est en faveur d'un financement adéquat. Recherche et développement égale avenir. Puis un jour, il faudra, comme gouvernement, arrêter de jouer de 4 ans en 4 ans pour faire des points politiques, puis essayer d'agir pour la prochaine génération. Puis agir pour la prochaine génération, c'est investir particulièrement en recherche et développement. Monsieur Erskine Smith, c'est très intéressant. J'en voyais avec le docteur ici qui donnait des efforts aussi pour le Centre de méthodologie alternative. C'était vraiment une stratégie parce que tout ce travail qui n'est pas réalisé, étant donné que le centre est fermé, nous devons trouver une autre façon. Je crois qu'avant d'y arriver, je crois que c'est important que nous sachions que lorsque j'ai été élue premièrement en 2015, il n'y a aucune action qui n'était en place. Il n'y avait pas aucune action sur la toxicité sur les animaux. Et aujourd'hui, nous voyons une approbation sur les essais de cosmétiques et nous voyons aussi les essais de toxicité sur les animaux un peu plus vastes, par exemple, les engagements pour l'élimination de ce projet et aussi pour cet engagement, c'est pour que ce soit fait. Nous avons besoin d'un financement derrière cette stratégie. Et en ce moment, l'engagement du parti, vraiment, c'est d'explorer les mécanismes, parce qu'il y a plusieurs façons aussi, vous devez réaliser aussi dans notre budget, ou par exemple, il y a différentes façons pour amener ce financement. Et mon point personnel, c'est s'assurer vraiment que ce centre soit réouvert et nous assurer que nous mettons tout notre pouvoir de dépense aussi sur stratégie, mais aussi de faire notre part aussi. Par exemple, un autre pays, par exemple, dans les autres pays aux États-Unis, à l'Union européenne, vraiment s'engagent dans cette stratégie contre la toxicité et mettre vraiment leur dollar derrière. Nous avons touché un peu sur ça. La prochaine. C'est le bien-être animal, indépendant de tous les intérêts économiques de ce conflit. L'Agriculture Canada est responsable du bien-être des animaux, d'élevage, mais le mandat du ministère est également de créer des conditions nécessaires à la rentabilité à long terme du secteur agricole canadien. Donc, est-ce que voyez-vous des problèmes de la façon dont le bien-être animal est positionné au sein des institutions fédérales? Si oui, comment votre parti aborderait-il cette question, Monsieur Smith? Donc, j'ai un exemple qui, qui va éclairer avec le IRSC ou le CFR. Donc, il a fait un piètre travail par rapport à l'expansion des chevaux, exportation des chevaux. Donc, on devrait avoir des lois en place, du FA, on aurait pu faire de choses. Mais le deuxième exemple que je vous donnerais, c'est en relation à la transparence, la protection du consommateur. Une situation où, quand il par exemple, d'élevage, des poules, qui en pleine nature. Donc, une production qui est humaine par rapport aux fermiers, aux agriculteurs. Il y a une confusion massive pour les consommateurs. C'est quoi la CFIR se concentre sur la confusion des consommateurs. Il y a aucune preuve de confusion, mais une conciliation de la confusion des consommateurs par rapport aux offres qui sont faites de façon très naturelle. Donc, ils se concentrent pas là-dessus, mais ils se concentrent sur la confusion des consommateurs. Donc, c'est un exemple, mais là indique le défi qui est là en place. Quand on parle de solutions, je dirais que ce que j'aimerais voir du point de perspective systématique, par rapport aux offres, les gens qui n'ont pas des bonnes idées, mais cela d'un comité parlementaire, les membres de chaque parti qui sont assis et avec différents intervenants, du côté des œufs, côté du bien-être des animaux et tous les entre milieux, et traiter des recommandations, comment on peut améliorer le bien-être des animaux au pays, prendre des mesures au niveau des défis systémiques. Donc, au niveau des approches, qu'on a un projet de loi ici, un projet de loi là, et avoir un aperçu plus exhaustif avec des comités parlementaires afin qu'on puisse avoir un gouvernement qui pourrait aller plus vite ou aller plus loin.
À moi? OK. Je n'ai pas votre son. J'espère que vous m'entendez. OK. C'est moi? OK. Monsieur McGregor. Donc, oui, nous avons un même problème avec une autre ministère, à défaut, qui il y a cet objet double, c'est un partition mandat, c'est l'habitat des poissons. Également, on est responsable pour les permis pour les pêcheries. C'est des ministères de souvent des positions conflictuelles. Et quand un membre de longue durée de la communauté sur l'agriculture et l'agrialimentation, avec le CFIA ou l'AXIA, et il y a la Santé Canada, il y a également le ministère de la Culture et agroalimentaire. Donc, je crois que oui, la création d'un- d'une institution fédérale unique, mais que ce soit un comité parlementaire ou une agence du gouvernement fédéral qui a le bien-être animal comme son mandat principal, ça pourrait éclairer beaucoup de confusion. Et je crois que je suis très ouvert à explorer cela comme une option, comme choix. Il y a plusieurs façons qu'on peut approcher cela. On peut prendre une organisation qui existe déjà, comme nos Farm Council, on peut rehausser cela, ou on peut créer une entité distincte. Il y a plusieurs façons qu'on peut faire cela, mais je suis d'accord avec la prémisse de la question. Il y a des exemples où il y a plusieurs mandats dans une organisation qui peut créer beaucoup de conflits, de confusion. Mais c'est un conflit d'intérêt clair qu'avec les FIO. Donc, le conflit d'intérêt, c'est pour moi, les pêcheries et l'agriculture devraient réglementer cela. Et en fait, c'est le cas de l'agriculture et l'agroalimentaire de promouvoir les exportations très, très, très abordables. Donc, il y a beaucoup d'histoires comment ça s'est passé. Quand on a eu le taux, ça a aidé permettre aux agriculteurs d'envoyer du blé. L'impact de ça que le grain s'empilait dans les prairies, ça a donné naissance à une production, des méthodes de production très mauvaises. Donc, l'exploitation des porcs ou du grain, la cruauté de ces habitats était mauvais, piètre. Donc, une fois de plus, de notre plateforme, créer un ministère indépendant responsable pour le bien-être animal, distinct de l'agriculture et l'agroalimentaire. Ça va imiter le compte intérêt et de mettre en œuvre des lois pour le bien-être animal qui traitement humain, et normes de traitement humain pour tous les animaux. Donc, ces deux étapes seraient exhaustives et efficaces et très, très possibles. Monsieur Perron? Oui, merci beaucoup pour l'intéressante question. Écoutez, la rentabilité et le bien-être animal, ce n'est pas contradictoire. Au contraire, ça va ensemble. Nous, on est bien ouvert là, à une approche empirique où on pourrait coordonner ça, pour le bien-être animal. Par contre, je considère le bien-être animal comme l'environnement. Il devrait être au centre de chaque décision. Donc, de créer une organisation parallèle, on va se retrouver encore avec des ministères séparés. Il faut que Agriculture agroalimentaire Canada priorise le bien-être animal et l'environnement en même temps dans chacune des décisions. Je vous donne l'exemple. J'ai parlé tantôt de la stabulation libre pour les vaches laitières. Les vaches sont mieux, puis ils produisent davantage. Donc, il n'y a pas de contradiction entre le bien-être animal et la rentabilité. Au contraire, je voudrais revenir sur ce que M. Ken Smith a mentionné au niveau de l'exportation des chevaux. Il faut être sérieux. Puis quand on met quelque chose dans une lettre de mandat d'un ministre, moi, je ne comprends pas que ce soit un projet de loi privé qui dépose ce projet de loi-là. On connaît d'autant plus le mépris du Sénat envers les projets de loi privés. Il y a un mépris épouvantable. Donc, il faut que ce soit des projets de loi gouvernementaux si on veut qu'ils avancent. Et j'invite M. Smith à travailler de l'intérieur pour, lors de la reprise des travaux en Chambre, qu'on soit là ou non, là, nous deux, il va y avoir des gens en place. Il faut que le gouvernement se saisisse de ces questions-là. Puis j'offre gracieusement notre projet de loi sur la gestion de l'offre aussi. Quand on parle de bien-être animal, là, des fermes, vous savez qu'il y a 3 fermes différentes aux États-Unis qui pourraient fournir tous les œufs du Canada. Une seule de ces fermes-là. Par contre, quand la grippe aviaire rentre là-dedans, on parlait de santé publique, toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui sont interreliées. Il n'y a pas de questions séparées des autres. Et quand la grippe aviaire rentre là-dedans, aujourd'hui, aux États-Unis, ils payent leur douzaine d'œufs 15 à peu près. Là. Alors, quand les gens viennent nous dire que la gestion de l'offre, c'est coûteux pour le consommateur, c'est absolument faux.
Il n'y a pas de subvention aussi en amont, alors qu'aux États-Unis, quand quelqu'un va acheter une pelle de lait, il l'a déjà payé en subvention. Donc, il faut donner l'information en transparence. Puis, je répète encore une fois, le bien-être animal, ça augmente la rentabilité, ça ne la diminue pas. J'aimerais poser une question. J'étais passé aux questions des médias, parce qu'on en a quelques-unes. Ce sont des questions plus précises au niveau des lois, des questions criminelles, à propos le fait que les animaux, ce sont des êtres sensibles, c'est pas reconnu nulle part dans les lois, également le Code criminel du Canada. On traite toujours les animaux comme des propriétés, comme des biens. Qu'est-ce que votre parti va faire pour renforcer les lois fédérales au niveau des traiter les animaux comme des êtres sensibles afin de protéger le bien-être animal? Maintenant, M. Perron. Oui, je peux y aller là-dessus. Écoutez, moi, je suis quand même assez heureux de vous confirmer que le gouvernement du Québec a voté en décembre 2015 une loi à l'unanimité sur le bien-être animal et la sécurité de l'animal qui reconnaît que les animaux sont des êtres doués de sensibilité et qui ont des impératifs biologiques. Donc, quand je parle de l'avancement, moi, j'invite toutes les législations à adopter une telle loi. Donc, vous comprendrez qu'on est très favorable à ça. Le seul enjeu que nous, on aura, comme membre du Bloc québécois, c'est si on vient à essayer d'effacer les lois québécoises. Donc, moi, si je suis en compatibilité, en complémentarité, on essaie de créer une homogénéité à travers le Canada là-dessus, on est d'accord, mais il faut qu'on laisse les champs de compétences. Mais bien sûr que oui, il faut légiférer là-dessus. Les animaux sont des êtres sensibles et on ne devrait pas accepter dans une société en 2025 qu'il y a de la maltraitance sans conséquence. M. Chris Smith. Je vais commencer avec la science. C'est un endroit approprié. Les animaux sont sensibles. Ils méritent d'avoir d'être compatissants et cela devrait refléter la réalité. Quand on vient du code criminel, Elisabeth rappelait certains points dans le passé. Le projet de loi en 2016, après avoir été là la première fois en octobre 2015, je suis allé différents projets de loi qui avaient été présentés, qui sont devenus des lois. Un projet de loi, le côté qui était juste au code criminel, le ministre de la Justice, Marc Cotter, Marc Lemachan, Ellen McClellan, s'étaient débattus en Parlement continuellement et il y a, il y a mais, des informations conservatrices qui est mauvaise, qui souvent on me pose des questions, pourquoi les gens qui ont été confus, c'était une préoccupation qui est importante qui pouvait toucher leurs revenus. Il faut faire attention en politique quand on encadre les choses. Dans le code criminel, la partie animale, ça n'a pas de sens. Il devrait avoir une section pour la cruauté envers les animaux, parce que si on parle de ça, on parle souvent de problèmes de cruauté envers la propriété. Donc, sur mon expérience, l'expérience qui est venue des gens qui sont devant moi, il y a une difficulté uniforme de faire ce changement. Donc, ce que je dirais, le Québec était capable de faire cela parce que le Québec était capable de reconnaître ses sensibles en disant c'est une approche que l'on prend, ça ne touche pas les lois du code criminel qui existent depuis des centaines d'années. Donc, moi, seule mise en garde pour cela, c'est en politique, on veut être pragmatique et c'est les résultats. Est-ce qu'on va avoir des résultats à propos du changement? Est-ce qu'il va avoir, ça va prendre du temps? Est-ce qu'on va faire les défis, on va leur faire face pour apporter ce changement? Et avec cela, évidemment, les animaux sont c'est des sensibles, mais quand j'y réfléchis, ce que j'ai tiré de cette même lutte et de mettre le projet de l'autre côté, je vais être clair que je veux voir non seulement le changement symbolique, mais un changement important qui va améliorer la vie des animaux. Donc, il faut reconnaître que ces êtres sensibles, je ne crois pas que le code criminel est le mécanisme pour faire cela. Monsieur McGregor? Oui. Pour quiconque qui a travaillé avec les animaux, vous pouvez reconnaître que ce sont des êtres sensibles. On sait que les animaux qui ont des réponses émotives par rapport à l'état dans lequel ils se trouvent. Et cela, c'est évident. Je crois
la façon que j'approcherais cela, quand on parle du code criminel, il faut reconnaître que d'abord que c'est un instrument réactif. Ça vient après le fait. Il ne faut pas dire que c'est pas important, mais je crois que c'est une partie importante de l'outil législatif que l'on a à notre disposition, surtout en tant que politicien fédéral, mais également, je suis intéressé de l'autre côté, la proactivité. Qu'est-ce qu'on met en place, les mécanismes qu'on met en place, qui est un code criminel qui est parfois nécessaire, mais qu'on ne dépend pas de ça à 100% du temps. Et je crois que dans ce cas, ça aboutit au bien-être animal. Et je crois que le bien-être animal, il faut respecter cette restes sensible, la portée des émotions qu'ils ont. Il faut faire des efforts du côté proactif pour s'assurer que les normes de bien-être, qu'on encourage les gens à adopter des normes, des codes de pratique qui sont acceptés universellement et qui encerclent cet aspect au niveau du bien-être animal. Donc, je vais, le code criminel est important, mais je ne veux pas dépendre après le fait que la loi. Donc, je suis plus intéressé par rapport à la nature pour corriger les choses. Donc, il faut faire les deux. Il faut avoir des lois qui reconnaissent que les êtres animaux sont des êtres sensibles selon la loi canadienne, mais l'argument, c'est, par rapport au code criminel, c'est que les psychopathes dangereux qui vont tuer des humains commencent à torturer des animaux. Les policiers vont dire dans chaque communauté, donc faisons les deux. Il faut avoir une partie de la loi qui reconnaît que les animaux, ce sont des êtres sensibles. Plusieurs de choses vont commencer à partir de là, et par le fait même, ou par la suite, on amende le code criminel qui enlève on enlève les animaux de la partie des biens, propriété ou de propriété, et que la justice criminelle voit la cruauté envers les animaux, surtout quand c'est au niveau statistique, et qui définitivement, pour les gens on voit que c'est des gens qui sont préférés par des gens qui sont très malades. Donc, c'est un argument qui ne fait pas faire aux agriculteurs, aux fermiers, que les gens, que c'est une pente qui est dangereuse, mais c'est une chose qu'on tente d'identifier des menaces à une communauté et la sécurité, et c'est un argument que les chefs de police vont nous appuyer. Merci beaucoup. J'aimerais passer une question de Liam Casey à la presse canadienne. Il aimerait savoir qu'est-ce que Cheveux de partis vont faire pour les belugas. À Maryland, à Niagara Falls, en Ontario. Les belugas meurent à un rythme accéléré. Et surtout, pourquoi son gouvernement n'a rien fait pour aider les belugas qui restent. Donc, M. Erkin-Smith. Oui, il y a deux choses. La loi des efforts législatifs qui ont commencé, M. Sinclair a commencé au Sénat, Elisabeth, j'ai joué un rôle très petit afin de m'assurer que le parti appuyait le plus qu'il pouvait. C'était une étape importante. Et le défi, bien entendu, les gens vont dire des choses. Attends, euh, Merlin existe toujours. Les animaux sont toujours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a deux choses qui doivent se produire. Le transfert des animaux, il faut s'assurer que il faut une vue ferme que tout ça doit se faire dans le meilleur intérêt des animaux, parce que au niveau du transport, il y a des grands risques au niveau pour ces animaux. Et deuxième partie, il y a un effort pour se rendre compte que ce sanctuaire, il y a un sanctuaire en Nouvelle-Écosse, il y a une discussion que j'ai eue avec ceux qui ont le sanctuaire, ne cherche pas des fonds fédéraux. Ce qu'on peut faire, des appuis, des efforts qu'on peut faire, c'est aider à payer pour le transport et de façon sécuritaire. Donc, j'ai établi le rôle critique qu'on doit avoir et il faut reprendre et s'assurer qu'on se rend compte que les efforts du sanctuaire est là. On appuie également l'intérêt des animaux est préservé. Madame May? C'est une tragédie incroyable avec tout le travail qu'il fait au Parlement d'interdire les animaux en captivité. Et, on se rappelle, je trouve que il faut avoir un sanctuaire. Il y a 18 belugas qui sont décédés à Maryland depuis 2019. Donc, c'est inacceptable. Donc, on va prendre des fonds
pour aider à transporter ces animaux avec le plus compatissant possible. Et c'est des choses qui parlent au meilleur intérêt de l'animal individuel. Donc, les déplacer soigneusement dans un sanctuaire, c'est la solution. Ça devrait être fait d'être possible. Pour le reste, pour ce qui concerne Maryland. Maryland était brillant. Le Sénat, les sénateurs conservateurs, comment on gérer, capter ça par Maryland, mais ça a pris du temps pour faire passer le projet de loi parce qu'il y a la position au niveau des conservateurs. Maintenant, le projet de loi est loi. Il faut rescaper ces animaux avec la plus grande compassion possible et la plus grande sécurité possible. Monsieur McGregor, je ne sais pas, je peux ajouter de plus à ça ce qu'Elisabeth et Nathaniel ont déjà dit. Je suis fier d'être appuyé le projet S203 dans le 42e Parlement et je crois que on a fait notre partie au point de vue législatif, mais le plus important, plus doit être fait, accompli. Je ne suis pas très familier avec l'histoire par rapport que les autres venant de la Colombie-Britannique, mais je crois que le suivi, le nombre de mortalité à Marineland parmi ces animaux et le fait que le Parlement a donné présenter sa voix et a condamné ce type de comportement a fait beaucoup de choses pour interdire pour l'avenir. Donc maintenant, ça retombe au ministère du gouvernement fédéral d'agir. Et comme c'était mentionné, il faut, c'est le premier qui tient à l'esprit, de s'assurer qu'on s'occupe du besoin de ces animaux d'une façon correcte, Monsieur Perron, Oui, ben merci beaucoup pour vous la mettez, question. Écoutez, je suis un peu dans la même situation que Alistair étant de l'extérieur, mais ce que je comprends de la situation, c'est que c'est un drame épouvantable et on doit prendre soin de ces animaux-là. Vous savez, quand on a des animaux en captivité comme ça, puis qui sont pas bien, faut regarder les options qu'on a. Si on peut les remettre en liberté, ce serait l'idéal. Malheureusement, quand les animaux ont vécu longtemps en captivité comme ça, parfois c'est impossible. Donc, probablement que l'hypothèse soulevée là, par Mme May sur le sanctuaire, ce serait la meilleure solution là, pour mettre fin à cette situation-là. Puis, comme État, comme gouvernement, est-ce qu'on peut aussi agir? Je vais ramener encore mon message de agir pour la prochaine génération, ou pour pas plus tard que dans 4 ans. Essayons de voter ou de travailler en fonction de prévenir des situations désastreuses comme celle-là dans le futur. les membres du panel au niveau de l'importation de Charles River, le laboratoire Charles River au Canada, en dépit des restrictions sur leur importation aux États-Unis à la suite des preuves, certains peuvent avoir été nés dans la nature. J'ai une opinion par rapport à ça. Merci du Globe and Mail. On n'appuyons pas des macaques du Cambodge au Canada pour les raisons qui sont explicites au niveau de l'information qu'on sait, qu'ils ont été pris dans la nature sauvage. Ils devraient être capables de demeurer dans cette nature sauvage, dans leur habitat naturel. Monsieur McGreer? Oui, c'est un niveau de spécificité qu'on ne verra pas dans d'autres parties, de parties. Je crois que c'est le même parti que la question qui a été posée, qui est débattue, qui était sur le commerce international d'animaux sauvages. Il y a tellement de façons qu'on peut apprendre à propos des animaux sans avoir à les retirer de leur habitat naturel. On en a parlé, on parlait des risques associés avec le commerce international des animaux sauvages et au niveau des chercheurs qui ont demandé au gouvernement d'agir par rapport à cette affaire. Monsieur Perron? Oui, ben, un peu comme ce qu'Alissa vient de mentionner, ça touche beaucoup les premières questions dont on a traité ce matin, ce midi, par contre, pardon, sur le commerce international, les risques pour la santé, et ainsi de suite. Donc, par cohérence avec ce que tout le monde a dit tantôt, je pense que on donne la présence d'animaux qui ont été pris en liberté et faudrait aussi intervenir pour ne pas que ça se reproduise. Et même à ça, au-delà de ça, là, s'ils sont rendus dans le laboratoire, quel est le traitement que reçoivent ces macaques-là? On a parlé tantôt aussi des tests alternatifs
pour éviter la cruauté envers les animaux. Donc, ça touche plusieurs dossiers, là. Je pense que c'est une question importante que vous soulevez. Je me sais. Canada est signé la Convention de protéger les animaux en état d'extinction. Il y a deux services qui ont recommandé qu'il y ait une suspension de commerce. On devrait suspendre, suivre cette recommandation, on devrait prioriser la protection des espèces en voie d'extinction. Prochaine question est de Miranda Anderson avec Global News. Elle veut savoir, alors que au Canada, on a AGAG, là, qui est une loi qui est AGAG, qui était pour les fermes, les animaux, les activistes animaux. On dit qu'on est là pour protéger l'industrie agricole du Canada. Où est votre parti par rapport les lois AGAG? Je me souviens, je sais pas c'est quoi. Donc, on a un exemple dans les parlements précédents où John Barlow, qui est ministre du projet de loi C275, j'ai voté en faveur de ce projet de loi parce que je m'assurer, je l'examen des circonstances comité, ça n'a pas été adopté. Alors, c'est après les audiences de notre comité, on a voté contre la troisième lecture. Mais le problème, c'est que des projets comme C275, projet de loi C275, il y a une section, une juridiction des provinces. C'est pas un exercice des lois du pouvoir criminel fédéral. L'autre aspect, c'est qu'identifier les personnes qui ne sont pas sur une propriété agricole, qui trouvent une excuse, une intention, ou la recherche indique que si on met ça dans la rubrique de la biosécurité, les préoccupations de biosécurité, les recherches démontrent que la part des, des éclosions de biosécurité ont été provoquées par les personnes qui étaient là des autorités illégales. Donc, les amendements que j'ai tenté d'apporter au projet de loi C275, c'est apporter des dispositions qui s'appliquent à tout le monde de façon égale et également sur les employés de la ferme. Parce que si on est sérieux à propos de s'attaquer à la biosécurité, il faut que ça s'applique à tout le monde. Malheureusement, la plupart des comités ont voté contre cet amendement et par conséquent, lorsque le projet de loi est arrivé à la troisième lecture, je n'ai pas pu l'appuyer parce que c'était évident pour moi que le projet de loi utilisait la biosécurité comme une couverture et en fait, pour ce qu'on suit seulement pour un aspect, pour aller au-delà des juridictions du bureau. Monsieur Perron? Oui, merci beaucoup. Effectivement, on a travaillé sur un projet de loi semblable. Il faut faire la part des choses entre les intrusions et la protection des animaux. Nous, on a voté en faveur effectivement de ça parce qu'on voulait protéger nos producteurs agricoles d'une forme d'agression, parce que ça en est une. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pour le bien-être animal. Ce qu'il faut assurer, puis ce qu'on a fait comme vérification, c'est que les agences, quand on porte plainte, quand on a un doute, plutôt que les citoyens soient dans l'obligation d'aller occuper l'endroit pour prendre des images, pour faire une démonstration, il faut que les agences à qui on se réfère soient efficaces dans leur inspection. Parce qu'il n'y a aucune tolérance pour le bien-être animal pour de réduire le bien-être animal. Ça, c'est très, très important. Je l'ai répété plusieurs fois aujourd'hui. Mais on ne pense pas que la bonne façon de faire, c'est de faire des intrusions sur les fermes. Nous avons des règles de confidentialité et ces exceptions. Nous avons des règles au niveau des gens qui traversent les endroits de façon illégale. Donc, la loi sur AGAG qui élimine. Vraiment pour l'élimination de l'idée, vraiment des investigations, des enquêtes surveillées et qui s'opposent à ce type de projet de loi. Et bien sûr, j'ai introduit un projet de loi qui, par exemple, la loi sur la préparation qui dit le besoin d'avoir la biodiversité, surtout alentour de l'agriculture et vraiment des opérations de l'agriculture et à l'extérieur et dit que ce n'est pas vraiment, c'est délateur des enquêtes suite à ça, mais c'est vraiment le projet de loi, vraiment. Ça n'ajoute pas grand-chose à l'Empire et c'est vraiment un dérivant ou à l'intérêt public. Donc, je vais juste aller chercher une question du téléspectateur. De toute façon, oh, je suis désolée, Madame May, je crois que j'ai manqué. Donc,
Donc, tous les membres NPD vraiment ont voté pour ça. Et je remercie beaucoup l'explication d'Alistair. Et le Bloc québécois aussi a voté, a adopté aussi. Et le Parti vert vraiment n'a pas adopté. C'était vraiment pour enlever l'exposé, pour être capable de dire ce qu'il voit et vraiment de dire, donc les lois ag-gag, l'interprète n'entend pas. Je crois que nous avons perdu Madame May. S'il revient, on va leur demander. Ah, Elle est voilà, revenue. elle est là. Est-ce que vous voulez terminer votre idée? Ah, pardon, je crois que c'était vraiment une attention pour parler librement et vraiment, c'est vraiment aller y aller. C'était pas, c'est vraiment les excuses de John Barlow. Pourquoi s'il en avait besoin, si on n'en avait jamais besoin? Il y a des façons aussi de protéger d'intrusion illégale aussi dans les fermes. Et c'était clairement quelqu'un, bien sûr, ce n'était pas quelque chose que quelqu'un devrait voter. Je suis désolée pour les problèmes techniques. Donc, la question finale qui vient de l'audience aussi. Donc, vraiment, la question est, dans différentes parties à l'échelle nationale, les personnes qui louent les appartements ne nous laissent pas louer un appartement à cause de des animaux de compagnie. Et comment vous allez y aller pour le financement aussi donc, c'est très difficile dans la juridiction fédérale. Et comme quelqu'un qui n'a jamais vécu sans un chien, et je faisais face aussi comme mère monoparentale pour le louer un logement. Et c'est vraiment une question de droit pour les locataires, mais ces personnes ont le droit à les droits et ils ont des provisions très, très strictes pour les logements que j'ai signés pour avoir un chien avec moi. Et vraiment l'abandonnement des animaux de compagnie parce que les règles aussi de ces personnes, vraiment, c'est difficile. Et ce que nous allons faire, c'est vraiment de continuer, par exemple, attacher une condition pour le financement de logements parce que c'est du côté fédéral. Monsieur McGregor? Donc, c'est difficile, oui, à cause de la juridiction, mais certainement, le NPD est très actif afin de protéger les droits des locataires et nous a dit, par exemple, les personnes qui investissent vraiment pour acheter des logements aussi. Il y a des outils de financement qui sont utilisés, mais c'est difficile, bien sûr. Et je crois que je vais dire la même chose que tous mes collègues. Une des meilleures parties, vraiment, c'est de frapper de la maison et de rencontrer les animaux de compagnie des personnes. Et vraiment, c'est les premiers qui veulent vous accueillir. Et vraiment, c'est très difficile, bien sûr, pour les personnes qui habitent tout seuls. C'est leur seul compagnon dans la vie. Et lorsque vous êtes dans un salaire protégé, c'est une barrière que vous amenez, par exemple, aux personnes. Donc, c'est une considération. Donc, c'est très difficile comme politicien fédéral d'arriver à ceci. Oui, je crois que c'est à moi. Écoutez, je vais rejoindre un peu mes collègues. C'est quand même une question qui est délicate à cause des juridictions. En ayant dit ça, maintenant je vais répondre sur le fond ou sur une base plus personnelle. Je crois que il faudrait que ce soit permis. Évidemment, dans la mesure où l'animal de compagnie n'est pas nuisible, où il n'est pas agressif pour les voisins, où il ne hurle pas toute la nuit. Là. Tu sais, il faut toujours avoir de la mesure dans la vie. Mais l'aspect de l'animal de compagnie, pour la personne qui est seule, le concept aussi de zoothérapie, hein, c'est très important. Puis ça a beaucoup de répercussions, ces restrictions-là, parce que le 1er juillet au Québec, j'imagine que c'est partout ailleurs, au Canada aussi, on a un taux d'abandon d'animaux domestiques qui est effrayant. Et ça a des impacts importants. Ça mène souvent à des euthanasies, ou encore on va le replacer dans une autre maison, mais ça pourra peut-être des fois pas fonctionner, alors que l'animal, ben, il apportait une belle compagnie à la personne. Donc, c'est de la mesure, évidemment, de la compassion. Et je ne sais pas comment on peut agir là-dessus sans arriver dans les juridictions du Québec et des provinces, là, mais il y a une ouverture là-dessus, bien évidemment.
Monsieur Skin-Smith, donc quelque chose de l'Ontario, une juridiction qui a des règles en place qui peut dire ne peut pas y avoir de discrimination avec les locataires, avec les animaux de compagnie, parce que ça fait partie de compagnie. Donc, c'est une discrimination qui ne peut pas être permise. Donc, je demande aux juridictions provinciales, comme par exemple de l'Ontario. Donc, c'est très bien pour les locataires. Et j'ai aussi amené une pétition pour inclure cette règle dans les droits des locataires. Et le défi que nous voyons, voilà, dans les juridictions, par exemple, avant que ce soit mon temps, je ne ministre que depuis quelques mois. J'y avais 4 mois comme ministre. Mais tout pour dire qu'avant mon temps, lorsque vous voyez les droits du locataire, c'est à un très, très grand niveau. Donc, ce ne va pas plus spécifiquement, donc d'une perspective fédérale, vous devez vraiment aller chercher votre pouvoir qui pourrait amener les ministres ensemble et vraiment, vraiment, ce n'est pas une responsabilité, mais c'est quelque chose qui doit être dans les discussions à la table ronde. Et pour parler de ces stratégies, et bien sûr, cette problématique devrait être aussi faire partie des discussions. Donc, le gouvernement fédéral peut aller chercher les différentes pratiques, voir des pratiques des différentes provinces et pour que nous puissions renouveler une stratégie du logement. Donc, ça conclut nos questions. Je veux donner l'opportunité de faire des mots de fermeture ou déclaration finale. Donc, Monsieur Perron, vous avez une minute. Merci beaucoup, Madame Wong. C'était un débat très agréable. J'apprécie beaucoup l'invitation qu'on a eue. J'espère qu'on a pu répondre à l'ensemble des questions pour vous éclairer sur les positions des différents partis politiques. Je déplore bien sûr l'absence d'une de ces formations politiques-là, mais bon, chacun vit avec ses choix. D'ici là, écoutez, on a une élection importante dans quelques jours à peine. Donc, j'invite tous les gens qui ont écouté le débat à aller se prononcer en faisant un X à l'endroit de leur choix. Bien sûr, chacun de nous, différemment, vous dira de faire le X à un endroit différent, mais on s'entend pour dire que la participation démocratique est essentielle. Donc, vous pouvez compter sur les gens du Bloc québécois dans l'avenir pour continuer à prioriser le bien-être animal. Comme je vous ai dit, la plupart de nos politiques, nos propositions sont en ligne avec ça, puis ils prennent ça en considération. Donc, quand on parle de transformation régionale, quand on parle de consommation locale, quand on parle de préserver la gestion de l'eau, ça, j'invite les gens qui nous écoutent là, à prêter attention à cet aspect-là. Là. On va ramener ça dans la première semaine, puis ça préserve non seulement des tailles d'entreprises agricoles qui ont de l'allure pour le bien-être animal, mais ça préserve aussi les milieux ruraux non pas seulement du Québec, mais de l'ensemble du Canada. C'est une loi essentielle. Je relance mon appel à mon nouvel ami, M. Smith, de prendre à bras-le-corps ce projet de loi-là. Nous, on ne veut pas nécessairement que notre nom soit écrit en dessous. On veut que la loi soit adoptée afin de protéger nos collectivités. Merci beaucoup tout le monde. Monsieur McGregor, merci beaucoup pour animer ce débat très important. Et si nous manquons, c'est dommage que nous manquions un parti ici, mais très belle conversation. Mais j'aimerais aussi remercier tous les organismes qui se préoccupent tellement de la traitance des animaux et aussi les contributions qu'ils ont fait, que ce soit les examinations de projets de loi ou des comités de l'agriculture, aussi leur expertise, ont toujours été très valorisées. Et je crois que le bien-être des animaux est un sujet qui est très important, bien sûr, pour beaucoup de Canadiens, mais ça doit être vraiment en tête, ça devrait être mettre en tête aussi pour tout ce que nous faisons d'une perspective fédérale. Mais bien sûr, et les pratiques d'agriculture, je voudrais que tout le monde sache qu'il y a beaucoup de fermiers qui dirigent de façon, qui se préoccupent très beaucoup de leurs animaux. Et ce n'est pas le comment, pourquoi. Donc, je crois que comme tant que société canadienne, de trouver une façon de trouver les différentes voies vraiment à la table ronde et vraiment de regarder les exemples qui ont des choses qui ont déjà été faites. Donc, il y a vraiment des personnes incroyables qui sont des pionniers de tout ça. Et vraiment, c'est un grand privilège pour moi, pas non seulement représentatif ici de la Colombie-Britannique, mais aussi qui était engagé aussi du côté de l'agriculture depuis quelque temps pour avoir ces conditions. Donc, merci beaucoup d'animer ce débat et merci beaucoup à tous de votre écoute. Madame May.
Donc, je voudrais vraiment remercier les organismes ici qui sont engagés ici pour la justice animale, pour le Montréal, le SPCA Montréal, SPCA, la Colombie-Britannique et la protection mondiale comme défenseurs, non seulement pendant les élections, mais c'est mon premier débat national pour les autres, euh, et vraiment en tant que dirigeant de Parti vert, et je suis vraiment tous les candidats du Parti vert, vraiment, sur les plateformes, vraiment pour des défenseurs très, très solides pour le changement législatif, pour reconnaître comme des êtres sensibles, pour nous préoccuper de leur bien-être animal et pour la transition, aussi les pratiques de l'industrie de l'agriculture. Ne pas que ce que nous fermons aussi l'agriculture, mais vraiment que ce soit de compassion et humain. Et vraiment que la justice, vraiment comment nous traitons nos animaux. Et en tant que pays, nous pouvons faire mieux. Les Canadiens nous soutiennent pour avancer, pour protéger le bien-être des animaux. Et bien sûr, si élu, je certainement serai, bien sûr, et nos collègues du Parti vert feront aussi s'engager. Donc, merci, Monsieur Smith. Donc, oui, merci beaucoup pour ici. Donc, ce ne devrait pas être une problématique, le bien-être des animaux, mais si vous voyez ici un consensus de nos efforts aussi, je continuerai à être une voix pour le bien-être des animaux. Je travaille avec mes collègues ici à travers les partis. Je continuerai à le faire. Et je travaille aussi avec mon caucus, donc j'adore un caucus. Je travaille aussi pour le caucus de bien-être animal et aussi pour le caucus pour le bien-être des animaux. Par exemple, les animaux. Et vous mettez vraiment vos efforts, vraiment nos efforts personnels qui sont reconnus, les voix qui ressortent plus que d'autres, mais sur une partie, sur une base de partie, vraiment une situation, par exemple, qu'à chaque fois qu'une pièce de législation, que ce soit qu'une que ce soit un projet de loi du bien-être animal, c'est que je ne peux pas le mettre encore plus clair que ça. Ce n'est pas quelqu'un ici, c'est la personne au plus haut niveau du Parti conservateur du Sénat, c'est la personne qui bloque ces projets de loi. Et en contraste, toutes les partis, le travail des partis avec le gouvernement libéral qui voit aussi des actions contre la cruauté des animaux, qui a passé des lois, qui a des actions pour soutenir, comme Elisabeth, contre la captivité, pour la toxicité sur les animaux aussi. Vous avez des engagements dans ce débat électoral aussi. C'est pour les abattoirs et c'est pour pour adopter le projet de loi S15. Mais je ne suggère pas que sur la progression, mais il faut vraiment voir tous les droits aussi que nous travaillons sur ça. Ces efforts, j'espère que les choix, pour ceux que vous entendez ici, que ce soit un choix clair pour vous tous. Merci beaucoup à tous et de vous avoir joint ici à nous. Et au nom de Justice Animale, de SPCA Montréal, SPCA Vancouver et la protection globale animale, nous vous remercions pour votre temps et merci à toute l'audience de vous avoir joint nous. Merci beaucoup et merci beaucoup, Carmen, pour être une modératrice.